urbaniste formé à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Je suis rentré à l'école de Lomé en 1993 et donc sorti de l'école en 98. Et donc j'étais avec mon associé la même promotion, lui il est architecte. Et nous avons été formés, on est sortis, on a fait nos soutenances en juin 1998. Et en août 1998, on a créé le cabinet G de conception, qui fait maintenant 23 ans de carrière. Alors, à l'époque, après le bac, moi j'étais orienté à l'IMP, Institut de maths et physique. Et donc, après un an, j'ai jugé que c'est nécessaire d'avoir un métier, c'est-à-dire une formation de métier. Ça, c'était un objectif. Où, étant à l'IMP, j'ai fait plusieurs concours. Et finalement, c'est le concours de l'EAMO qui était le premier à être où j'ai été retenu. Et donc, je suis allé à l'EAMO. À l'époque, c'est vrai que sur la base de la culture générale, parce qu'il y avait dans le concours culture générale qui abordait les questions des villes, et donc certainement qu'on a pu s'en sortir au niveau des épreuves liées à cette culture générale sur les villes, et ça fait que du coup, j'ai été retenu. Donc l'objectif c'était de pouvoir trouver du boulot au début, et puis finalement arriver à l'EAMO, on s'est rendu compte que effectivement c'était un métier passionnant, et donc on s'est mis à cœur et puis on a travaillé pendant 5 ans pour obtenir le diplôme d'urbaniste. Voilà. Pour ouvrir un bureau d'études d'urbanisme, il faut d'abord être agréé. Et agréé suppose qu'on remplisse les conditions d'agrément. Et étant donné que les textes ont donné les conditions, énuméré les conditions, d'abord il faut être burkinabé, il faut avoir un diplôme d'urbanisme qui est un diplôme de bac plus 5 reconnu. Parce qu'il faut que le diplôme soit reconnu par le CAMES. D'abord adhérer à l'ordre des urbanistes. C'est une condition d'exercice de la profession. Et à partir de là, maintenant, tu demandes l'agrément. Il faut avoir un an de stage, soit en cabinet, ou bien au ministère, ou dans les services, ou à la mairie, pour pouvoir avoir un an d'expérience avant de demander l'agrément. Une fois que tu as l'agrément professionnel, te permet d'exercer, et c'est à partir de là que tu peux dire que tu peux exercer la profession de manière légale. Bon, il faut dire que les conditions, c'est les mêmes conditions que toutes les entreprises d'abord, parce que c'est une société, c'est une SARL qu'on a créée. L'option de dire études urbaines, c'est une partie de nos missions. Nous faisons l'architecture, nous faisons les études urbaines et nous faisons une partie de l'ingénierie avec des collaborateurs. Et l'Ordre des urbanistes du Burkina, c'est une structure qui a un statut qui permet justement d'organiser la profession. Et moi, je suis vice-président de cet ordre. Et l'objectif, c'est d'organiser la profession pour que, effectivement, les urbanistes puissent travailler dans un cadre de déontologie professionnelle qui est mis en place. Maintenant, le bureau a plusieurs personnes agréées. C'est-à-dire que ici, on est organisé en truc avec des tâches. Donc, on a des ingénieurs qui sont aussi agréés par rapport à la profession d'ingénieur, des urbanistes agréés par rapport à la profession d'urbaniste, des architectes agréés par rapport à la profession d'architecture. Donc, c'est l'ensemble de ces agréments-là qui sont des conditions individuelles de travail pour chacun, mais le bureau, ça fonctionne avec effectivement les règles qui sont établies pour pouvoir installer une société dans un pays. Donc, c'est dans ces conditions que nous travaillons. L'urbaniste, on peut dire que c'est le spécialiste des villes, tout court. L'urbaniste est un spécialiste qui
s'occupe de l'organisation de l'aménagement des espaces et des établissements humains. C'est-à-dire que là où il y a du monde, là où il y a un regroupement d'hommes, c'est-à-dire que ce soit en ville ou en campagne, il va falloir un minimum d'organisation spatiale pour que effectivement les gens puissent puissent vivre décemment, c'est-à-dire loger décemment et travailler dans des conditions décentes. Et c'est ça le travail de l'urbanisme qui a un rôle de concepteur, d'aménageur et aussi de coordination de toutes les actions qui concourent au bien-être des populations. Oui, la différence, c'est clair, hein, parce que on peut dire terre à terre que l'urbanisme s'occupe de la ville, il s'occupe des aménagements urbains, du développement urbain, de l'ensemble des ensembles urbains ou des agglomérations, en pensant à tous les segments qui composent justement le cadre de vie. L'urbanisme s'occupe de l'ensemble du cadre de vie, c'est-à-dire quand on dit cadre de vie, on a les maisons, on a les routes, on a les lieux de travail, on a aussi les espaces de détente et de récréation. Donc c'est tout ça qui fait le cadre de vie. Et donc l'urbanisme se positionne pour traiter le cadre de vie des populations, des ensembles urbains. Et l'architecte s'occupe justement de l'édification, c'est-à-dire de la construction, la conception et la réalisation des bâtiments qui sont dans ce cadre de vie. Ça veut dire qu'il y a complémentarité entre l'urbanisme et l'architecte, à partir du moment où pratiquement tous concourent au bien-être des populations. C'est le cadre de vie, mais la différence, c'est une question aussi d'échelle. Pendant que l'autre s'occupe de la construction de la ville, l'autre s'occupe de la construction des bâtiments. Voilà. Et c'est ça qui fait que quand on parle de la ville, on va parler de l'architecture de la ville, puisqu'il faut de l'architecture pour construire la ville. On va parler aussi de la mobilité, il faut circuler, il faut rouler. On va parler des conditions d'assainissement, on va parler des conditions d'approvisionnement en eau potable, en électricité, et on va parler aussi des espaces de détente, des lieux de travail, ainsi de suite. C'est cet ensemble-là que l'urbanisme coordonne pour que, effectivement, les populations soient bien logées. Voilà. Alors, si l'urbanisme était reconnu et que l'urbanisme faisait le travail comme il se doit, aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir déjà une vision de la planification du développement de nos villes. Parce que nous avons des villes qui évoluent sans vision. Et le rôle de l'urbanisme, c'était d'abord de donner une orientation de développement spatial de la ville pour dire voilà les enjeux qu'il y a. Et à long terme, dans 20 ans, dans 30 ans, on devrait pouvoir avoir la ville à telle taille et puis tel nombre de populations et comment organiser cette ville. Alors ça, c'était le rôle premier de l'urbanisme qui donne la vision. C'est-à-dire qu'il projette la ville à l'horizon X. Cette projection, pour le moment, nos villes n'ont pas suffisamment eu la chance de pouvoir être projetées. Quand vous prenez le cas de Ouagadougou, aujourd'hui, la ville de Ouagadougou a tellement de problèmes liés au fait qu'on n'avait pas eu une vision au départ. C'est-à-dire que la ville de Ouagadougou a évolué par une juxtaposition de lotissement, des coûts de lotissement qui a permis d'avoir ce qu'on a aujourd'hui comme superficie. Près de 30 000 hectares c'est-à-dire qui ont été le résultat de plusieurs opérations de lotissement assemblées. Alors qu'il aurait fallu avoir une vision, un schéma qui oriente le développement de la ville et puis en ce moment on allait avoir la cohérence. On ne l'a pas eu. À l'avenir, justement, les problèmes qui sont créés aujourd'hui soient maîtrisés maintenant et qu'à l'avenir on puisse les contenir aussi. Et c'est ça le travail de l'urbanisme. Donc aujourd'hui, on peut dire que nos villes
nos agglomérations ont plus que jamais besoin d'urbanisme pour pouvoir effectivement traiter les enjeux qu'il y a. Et aujourd'hui, comme je dis, l'urbanisme a un rôle de planificateur, de projecteur, mais aussi il peut être considéré comme un médecin de la ville, puisque nos villes sont malades. Et donc, nos villes sont malades, ont besoin de traitement. Et pour les traiter, il va falloir faire des opérations à l'intérieur de ces villes-là pour pouvoir restructurer, trouver des solutions pour avoir une ville agréable à vivre. Chaque pays s'organise en fonction, c'est-à-dire le secteur du développement urbain est organisé par pays. Le Burkina a eu justement une période avant la colonisation où la plupart des villes ont commencé à évoluer pas avec des plans ou des schémas, mais par des opérations de lotissement, notamment Ouagadougou et Bobo. Donc, contrairement à d'autres villes qui ont commencé avant même les indépendances, qui avaient déjà des documents de planification, des schémas d'orientation et de développement, les plus grandes villes de Burkina, Ouaga et Bobo n'avaient pas de schéma. Ça a commencé par des opérations de lotissement qui consistaient à réorganiser le noyau central et tout. Au fur et à mesure, comme vous avez posé la question à l'échelle continentale, et certains pays ont pris de l'avance, ont donné de la vision, donné des orientations sur le développement de la ville à travers des schémas. Quand vous prenez Lomé, il existe un schéma depuis 1964 comme ça. Ça a été actualisé en 1983-84. Mais Ouagadougou n'a malheureusement pas eu la chance d'avoir un schéma directeur approuvé pendant longtemps, jusqu'en 1989. Donc, c'est ce que je disais au début, c'est les opérations de lotissement et les opérations d'aménagement ponctuel qui ont constitué la forme actuelle de Ouagadougou. Donc, du coup, on est dans une logique de rattrapage. En 89, Ouagadougou a eu ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga, le STAGO, qui prend en compte Ouagadougou et les communes périphériques. Ce schéma a été adopté en 99 que ça a été adopté. Et donc, vers 2009-2008, il fallait réviser ce schéma parce qu'il était dépassé. Et la révision aussi a pris du temps depuis 2009 à 2020, l'année passée, qu'il a été approuvé en Conseil des ministres. Donc, vous voyez qu'on a eu des périodes de flottement où il n'y avait pas de schéma, il n'y a pas d'orientation. Alors, le schéma qui a été adopté aussi en 2020, étant donné qu'il a été élaboré en 2009, et puis il a fait 11 ans avant d'être approuvé, en fait, sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui n'ont pas été prises en compte justement dans ce schéma. Donc, on peut dire que c'est un schéma approuvé, mais qui demande à être immédiatement révisé pour pouvoir s'adapter aux réalités. Bon, on peut expliquer ça par le fait que c'est peut-être un métier qui est aussi récent, parce que c'est pas seulement au Burkina Faso, mais ailleurs. La plupart, comme je disais au début, l'urbanisme a été pratiqué par d'autres professionnels. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de l'évolution des villes qu'on s'est rendu compte qu'il faut des spécialistes pour traiter ces questions. Et c'est dans ça qu'on se met dans une logique de formation d'urbanisme. Sinon, l'urbanisme existait et était pratiqué par des gens qui sont soit des architectes, parce que l'architecture a existé avant, soit par des ingénieurs, soit par des géomètres qui ont été formés, mais qui effectivement ont pu faire ce qu'ils peuvent en termes de pratique d'urbanisme, en termes d'aménagement des villes, d'orientation, de gestion, de traitement des problèmes urbains. Ça a été fait à l'époque sans qu'il y ait le diplôme d'urbaniste. À un moment donné, les gens ont commencé à penser que puisque le développement urbain s'accélère,
puisque le monde devient de plus en plus urbain, beaucoup de gens viennent en ville. Nous avons aujourd'hui dans le monde plus de 50% de la population mondiale est située dans les villes. Et donc, de plus en plus, et cette urbanisation entraîne des conséquences, des problèmes à gérer au niveau des villes. Ça demande la formation d'un certain nombre d'experts ou de techniciens pour s'occuper justement de la gestion de ces villes-là. Et c'est pour ça que c'est un métier que je peux dire nouveau par rapport à d'autres professions et n'est pas connu, mais ceux qui s'occupent, ceux qui gèrent les villes, les maires aujourd'hui commencent à prendre conscience qu'ils ont besoin d'urbanisme pour pouvoir faire leur plan d'aménagement, pour pouvoir développer, avoir des projections sur la ville, pour régler les problèmes urbains qu'ils rencontrent. Donc du coup, on peut dire que ça viendra avec le temps parce que l'urbanisation continue et les problèmes continuent, les enjeux urbains continuent de se développer. C'est maintenant qu'on a besoin d'urbanisme, surtout dans un pays comme le Burkina Faso, qui a un taux d'urbanisation faible, mais qui s'accélère. Voilà, donc les problèmes ne font que croître. Aujourd'hui, la ville de Ouagadougou, pratiquement, est occupée à 95%. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc nous allons, quand on se demande, étant donné que la ville continue de s'accroître, nous avons une population de 3 millions d'habitants aujourd'hui environ, et on projette à l'horizon 2035-2040 environ 6 à 7 millions d'habitants, avec un espace qui ne s'agrandit plus, puisque les limites administratives de la ville sont connues. On a occupé 95%. Ce qui reste à faire, c'est comment? C'est de trouver maintenant une nouvelle manière d'organiser la ville pour que justement ces 7 millions-là puissent loger décemment dans le même territoire. Ça, c'est un travail d'urbanisme, de réflexion, de projection, de programmation pour pouvoir dire voilà comment on oriente maintenant le développement de la ville. Voilà, ça c'est un enjeu, l'enjeu de l'extension spatiale de la ville qui fait qu'on est obligé. Bon, en principe, pour l'urbanisme, quand on parle de projet de développement, d'aménagement de la ville, l'urbanisme c'est pas associé, il est au cœur de l'action de développement et d'aménagement des villes. Il devrait être justement au centre pour pouvoir organiser avec les autres professionnels, puisque l'urbanisme a une mission de coordination. Parce que quand on va parler d'urbanisme, tu verras que vous allez voir que je travaille sur l'architecture, je parlerai d'architecture aux architectes, on parlera de sociologie urbaine avec les sociologues, on parlera justement de la géographie urbaine, on parlera d'ingénierie, liée à l'adduction d'eau, on parlera d'électrification, de sorte que on a un langage qui est multidisciplinaire et qui fait maintenant justement la synthèse de toutes ces actions-là, c'est l'urbanisme qui coordonne. Et c'est cette coordination qui doit permettre d'avoir la cohérence. Parce que quand on dit aménager, ça veut dire qu'on quitte le désordre. On est dans l'ordre. Et si on veut faire le truc de manière ordonnée, parce que aménager, c'est ordonner. Si on rentre dans l'ordonnancement des choses au niveau de l'espace et tout, en ce moment, si l'urbanisme n'est pas là, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est le désordre. C'est-à-dire chacun intervient avec sa vision et son truc sur le même territoire. Et finalement, ça ne va pas marcher. Alors au Burkina, de plus en plus, c'est maintenant qu'on commence à prendre conscience et à savoir que effectivement, les projets de développement et les projets urbains nécessitent justement une organisation, une cohérence, une coordination. Et c'est pour ça que de plus en plus, on commence à parler d'urbanisme. Mais c'est pas assez. Parce qu'il y a toujours des projets. Et quand vous voyez le projet routier, quand on a un projet de réalisation d'une route ou dans la ville, effectivement, les ingénieurs vont penser à la route, la fonctionnalité, pour que la route soit fonctionnelle, la chaussée et tout. Mais en fait, il n'y a pas de réflexion liée aux habitants du quartier. Comment on organise
le projet de la route et faire en sorte que les habitants puissent se retrouver. Ça suppose un dialogue, ça suppose que on fait la route, on fait la conception de la route en fonction des gens qui vont habiter à côté, les riverains. On ne fait pas une route en ville comme on fait une route en rase campagne. Donc du coup, c'est l'urbanisme qui peut faire le lien entre les fonctions des zones, c'est-à-dire chaque zone a sa fonction, les liens entre les quartiers, la route doit être tracée comment? Est-ce qu'il faut le mettre en hauteur pour diviser le quartier en deux? Ou bien il faut aller en truc, voilà, la voirie urbaine amène, c'est tout un projet urbain qui devrait être fait en pensant aux populations, à l'architecture qui doit être déployée aux abords de la voie, et penser aussi au paysage, l'aménagement paysager, penser à la mobilité, la circulation, la sécurité des personnes et tout. Donc cette réflexion d'ensemble, c'est dans l'urbanisme qu'on le fait. S'il n'est pas là, en fait, c'est ce qu'on voit actuellement comme problème dans nos villes, c'est ça qui est là. Je vais aborder la question de l'aménagement de la voirie, qui est un exemple patent. C'est quand on a un projet d'aménagement d'une voie et qu'on pense à la voie chaussée, on ne pense pas que les populations sont de part et d'autre. La voie est réalisée et puis après, il y a un problème lié à l'adduction d'eau potable. On est obligé de casser. Mais pourquoi? Et c'est pour ça que l'urbanisme doit parler à tout le monde en même temps. Pendant la réalisation du projet, quand vous voyez le projet Zaka à l'époque, pour planifier l'occupation du sous-sol par les réseaux, on a fait l'ONEA, la Sonabel, l'ONATEL et puis la voirie, une coordination pour tracer tout en plan, pour savoir qui doit passer premièrement pour l'évacuation des réseaux d'égouts, qui est plus en profondeur, et que après l'autre doit être à 1 mètre de l'autre, c'est-à-dire la Sonabel et l'ONATEL, et chacun, tout est enterré dans la zone de Zaka. Il n'y a pas de poteau, tout est enterré, mais ça a été fait avant qu'on fasse le goudron. Donc en principe, cette coordination fait qu'on n'a pas à casser encore du goudron pour faire passer des tuyaux. C'est ça qu'on devrait faire dans pratiquement toutes les villes quand on veut viabiliser. Il faut une coordination des... Mais ça, étant donné que chaque réseau a son ingénieur spécialisé. L'électricien ne parle pas le discours de celui qui fait l'adduction d'eau, l'ONEA. Celui qui est dans le réseau d'assainissement eau usée ne sait pas ce qui se passe avec la fibre optique. Donc lui aussi c'est un ingénieur. Mais il faut quelqu'un qui coordonne l'ensemble de ces acteurs-là pour la cohérence. Donc depuis je dis, c'est un métier qui vise la cohérence dans l'organisation de l'occupation de l'espace. Cette cohérence-là suppose qu'il y ait quelqu'un qui parle, c'est comme un gouvernement avec 100 premiers ministres. Alors chacun va faire suivre. Peut-être bien faire avec la bonne intention et puis toute la bonne volonté, mais le problème c'est que tu as oublié qu'il y a un autre département qui est là, qui fait autre chose. Et ça, s'il y a cette cohérence, c'est ça qui fait que tout ça doit être piloté, faire en sorte qu'il y ait cette cohérence. Et de plus en plus, nous travaillons à ce que ceux qui gèrent nos villes là puissent prendre conscience de ce phénomène et nous intégrer au cœur justement de l'ensemble de ces projets urbains pour que nos villes là puissent effectivement fonctionner de manière harmonieuse. En matière d'humanisme, quand on parle de lotissement, quand on parle d'aménagement, pour installer des populations, on devrait pouvoir effectivement viabiliser ces espaces. Viabiliser ces espaces suppose que on fasse la conception du plan d'aménagement, on installe les bornes pour délimiter les parcelles, mais aussi on aménage la voirie, on fait l'assainissement pour l'évacuation des eaux, parce que dans nos zones, les zones rurales, l'eau a son réseau naturel d'écoulement. Mais dès lors qu'on occupe ça pour l'habitation, ça déforme justement cette canalisation naturelle. Il va falloir créer des caniveaux, il va falloir construire justement des espaces de tri. Et ça, c'est pour dire que dès lors qu'on a aménagé pour dire aux populations d'habiter, on devrait pouvoir
et faire la viabilisation. Ce qui fait maintenant, pour répondre à votre question, quand ça ne se fait pas au Burkina, c'est que en 1983-84, pendant la révolution, l'État a eu pour orientation, Ouagadougou était pratiquement à 70% non loti. Donc, compte tenu des moyens, on a dit, allons sur une méthode d'aménagement qui va être considérée comme la méthode d'aménagement progressif. Ils ont appelé ça MAP. MAP, c'est la méthode d'aménagement progressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lotir, c'est 70% de superficie de Ouagadougou non lotie. On n'a pas les moyens pour lotir dans le sens technique, dans le vrai sens du lotissement, c'est lotir, c'est mettre les bornes mais viabiliser. C'est ça un lotissement. Un lotissement, c'est pas mettre les bornes et puis vendre les parcelles. Donc, comme l'État n'a pas les moyens pour aller dans une viabilisation complète, on dit on va aller progressivement. On fait les bornes et au fur et à mesure, on va amener les caniveaux, on va amener les routes, amener l'électricité, on va amener l'eau. Et donc, c'est sur cette base que pratiquement près de 100 000 parcelles ont été dégagées à Ouaga, dans les zones non loties, attribuées, mais malheureusement, depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, il y a des quartiers qui n'ont pas encore eu ni les caniveaux, ni la route aménagée, peut-être l'eau, l'électricité à cause des concessionnaires. Voilà, donc une viabilisation progressive annoncée en 1983 jusqu'à présent n'est pas encore arrivée. Malheureusement, les maires d'arrondissement à l'époque de 1996 jusqu'à une période récente ont pris ça comme un modèle, croyant que le lotissement, c'est le parcellaire. Et ils l'ont fait à fond. C'est-à-dire que les maires d'arrondissement, qui sont surtout périphériques, ont passé le temps à faire du morcellement parcellaire et puis dégager des espaces, des parcelles pour attribuer. Et à l'époque, en 2005-2006, les lotissements qui étaient opérés sur Ouagadougou étaient en nombre suffisant et ça dépassait même la population, le nombre de ménages qu'il y a à Ouaga. On avait plus de parcelles que de ménages en 2006 à Ouaga. Parce que c'est des lotissements qui ne s'expliquaient plus. C'était lié à la circulation foncière. Voilà, donc c'est ça. Et toutes ces zones loties, jusqu'à présent, ne sont pas encore viabilisées. Donc ça veut dire que le lotissement était incomplet. Et en ce moment, quand on prenait la loi portant code de l'urbanisme et de la construction, la définition du lotissement, ça ne s'arrête pas au bornage, mais c'est lotir, c'est dégager des parcelles et les viabiliser. Pour moi, c'était d'abord une surprise parce que je me demandais pourquoi c'est moi, peut-être pas les autres, pas d'autres personnes. Et après, je me suis dit, mais certainement que ceux qui m'ont approché, qui m'ont désigné pour donner ce prix savent pourquoi. Et puis voilà, je me suis dit aussi, peut-être c'est au regard du travail on est en train de faire depuis plus de 20 ans dans les villes, les capitales africaines, parce que nous avons eu la chance de travailler sur le Burkina sur des grands projets. Au moins, on peut dire ça, parce que nous avons, à partir de 2003, nous avons été lauréats du concours d'aménagement, qui était un concours international d'aménagement du projet ZACA. Et donc, nous avons été maîtres d'œuvre de ce projet. Et ça nous a permis, en tout cas, d'avoir une ossature, je vais dire, sous-régionale. Et c'est ça qui nous a permis d'aller déposer nos valises à Lomé en 2010. On a commencé à travailler et puis à partir de là, on a actuellement sur 8 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. On est sur le Niger, on est sur le Togo, on est sur le Bénin, on est sur le Burkina évidemment, en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, on est sur
On a été à Bangui, on a été au Cameroun, on est installé au Cameroun, on est au Congo, Congo-Brazzaville, et bientôt au Gabon. Donc pratiquement 5 pays en Afrique de l'Ouest et puis 4 pays en Afrique centrale. C'est peut-être justement tout ce qu'on fait sur ces pays et ces villes en matière de planification, en matière de codification, parce que la plupart des pays, comme je le dis, c'est une profession nouvelle, n'ont même pas encore installé comment on appelle, de réformes liées au droit de l'urbanisme et de la constitution. Ils n'ont pas encore planifié, donc nous avons en tout cas eu la chance de travailler sur ces villes. Pour exemple, on a fait le schéma directeur d'aménagement du Grand Lomé, on a fait le schéma directeur d'aménagement du Grand Yaoundé, et on a fait la planification au niveau de Cotonou, de la zone du pôle sud de Cotonou, y compris le pôle sud du Bénin, y compris Cotonou. Donc, c'est le pilotage certainement de ces grands projets urbains à l'échelle du continent qui a permis peut-être aux organisateurs de nous choisir comme meilleurs urbanistes africains, étant donné que leur prix est décerné pratiquement à des gens ou des personnalités qui sont dans la vision panafricaine du développement. Bon, je vais dire qu'au Burkina, ceux qui doivent nous connaître nous connaissent, étant donné que le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme, c'est notre partenaire, le premier partenaire. On a travaillé avec le ministère depuis plus de 20 ans et on a régulièrement eu des projets qu'on a exécutés, que ce soit en urbanisme, que ce soit en architecture, avec le ministère. Alors, j'ai été chef de mission pour l'élaboration du premier code de l'urbanisme et de la constitution du Burkina qui a été fait en 2003 et puis adopté à l'Assemblée nationale en 2006. C'est ce code qui est toujours en vigueur. J'ai encore une mission actuellement de révision de ce code. Après pratiquement 12-13 ans, le ministère a décidé de renouveler. Donc, je suis en charge de cette révision. On vient de terminer la mission. La politique nationale de l'habitat et du développement urbain, j'ai été le chef de mission pour l'élaboration de cette politique nationale de l'habitat. Et nous avons, après ça, les schémas directeurs des villes. Parce que, comme je dis, Ouagadougou n'a pas dit, mais actuellement, le ministère a pris l'option d'aménager et de prévenir le développement des villes secondaires. Donc, régulièrement, nous avons des missions pour élaborer des schémas directeurs dans les villes. On en a fait sur Pama, la ville de Pama, la ville de Bovandé, on a fait la ville de Kupela, la ville de Kupela et puis de Puitenga. Donc, pratiquement une dizaine de schémas directeurs d'aménagement des villes du Burkina qu'on a pu élaborer. Donc, pour dire que le ministère, en tout cas, sait qu'on est leur partenaire aussi. Nous savons qu'on travaille en partenariat. Alors, l'année passée, on a été désigné comme lauréat du Grand Prix d'urbanisme à l'époque à la nuit des bâtisseurs. Et un prix organisé par un promoteur, mais qui est parrainé par le ministre de l'Habitat à l'époque. Donc, c'est pour dire que on est quand même reconnu ici. Maintenant, la manifestation de cette reconnaissance n'a pas la même envergure que ce qui s'est passé avec le PADEV qui a une envergure continentale. Et donc, je peux dire que tout ce que nous faisons à l'extérieur, c'est à partir de Ouaga qu'on a commencé à développer certains projets et puis montrer nos capacités. Et c'est ça qui nous a permis d'aller là-bas aussi pour prendre le truc. Maintenant, la question c'est de voir comment faire pour valoriser justement ces métiers-là au profit des populations.
Parce que, comme je disais, sans planification, sans organisation spatiale, sans une réflexion cohérente, sans une cohérence dans l'action de développement, tout ce qu'on fait, on va faire beaucoup de choses et puis on tourne en rond. Voilà, on va créer on pense créer un problème ici, alors qu'on réglait un problème et puis on part créer un autre problème de l'autre côté. Et voilà, c'est ce qui se passe souvent. Alors, c'est d'abord de continuer en espérant que nos gouvernants, et que ce soit au niveau étatique ou au niveau des collectivités, vont continuer à prendre conscience justement des enjeux du développement urbain et que nous allons pouvoir effectivement apporter des solutions africaines aux problèmes de nos villes africaines. C'est parce que ce que j'ai pas dit depuis le début de l'interview, c'est que nos villes ont évolué avec justement des conceptions et des projections faites par des experts qui sont venus de l'Occident. Et c'est eux qui donnent justement les conditions. Malheureusement, nous avons aussi nos façons d'habiter en milieu rural et puis évoluer en ville, et de sorte que l'histoire récente est c'est un parcours qui peut être capitalisé pour voir comment, avec nos comportements africains, notre manière de faire, notre culture, et faire des villes qui sont adaptées à nos réalités. Et ça suppose que nous, qui sommes pratiquement d'une génération d'urbanistes qui travaillent sur le truc, qu'on puisse quitter les règles occidentales et avoir le de l'urbanisme africain, travailler sur les villes africaines pour le développement de nos villes, pour le bonheur justement des citoyens. C'est ça l'ambition. Et ça suppose que, au-delà des commandes que nous exécutons, c'est-à-dire appel d'offres, on travaille sur les dossiers, qu'on puisse aller vers des recherches qui vont permettre de pouvoir identifier, proposer des solutions endogènes par rapport justement au développement de nos villes. Parce qu'aujourd'hui, les villes ont des problèmes, nos villes sont malades, ont besoin de traitement, et c'est un problème que nous voyons aujourd'hui qui va se complexifier. Alors, quand je dis aujourd'hui à Ouaga, on se plaint de la mobilité parce qu'il y a des problèmes, on se plaint de problèmes de stationnement, et tout ça là, on le voit maintenant. Mais nous, urbanistes, on se projette dans 20 ans. Comment on fait? Si aujourd'hui on a des difficultés avec 3 millions d'habitants sur Ouagadougou, avec 7 millions d'habitants, comment ça fonctionne là? Ça, c'est une question qui est posée de manière permanente sur pratiquement tous les urbanistes, en se disant, il faut qu'on réfléchisse. Mais malheureusement, les politiques ne sont pas dans la même longueur d'onde, parce que eux, ils ne voient que le court terme. Ils ne voient que l'actualité et le court terme. Et nous, on se projette dans le futur. Si on se projette dans le futur, on a peur. On se dit, il y a des problèmes. Malheureusement, on ne nous écoute pas. Si on nous écoutait, on n'allait peut-être pas arriver à cette situation. En 20 ans, voilà ce que Ouagadougou a développé comme problème à la périphérie, avec les non-lotis électriques. Aujourd'hui, on se retrouve avec les promoteurs immobiliers qui viennent encore pour créer des quartiers dans les périphéries des grandes villes comme Ouaga et Bobo, sans aucune cohérence, sans aucune planification. Et se retrouvent avec des centaines et des centaines d'hectares autour de ces villes-là, en train d'installer des populations. Parce que dès lors qu'un promoteur immobilier s'installe, c'est pour installer un quartier. C'est un cadre de vie qui vient. Mais ça devrait se faire dans une logique de cohérence. Et s'il n'y a pas cette cohérence, c'est un désordre qui est planifié. Voilà, un désordre qui est planifié et qui va coûter cher à la génération future. Voilà, c'est pour ça que nous, souvent, on n'a pas les moyens, on a le rôle de conseil, on fait de l'interpellation, mais c'est pas toujours suivi, parce que les politiques sont beaucoup plus dans l'urgence, dans l'opérationnel et dans le truc, et puis on laisse les gens.
Alors, comme on dit, l'urbanisme, c'est le souci de l'urbanisme, c'est le bien-être des populations. À partir de ce moment, toute personne qui désire embrasser une profession, parce que le caractère passionnant de l'urbanisme, c'est aussi le fait que c'est un métier qui te permet d'être technicien, artiste et aussi social. Parce que la finalité, c'est l'homme. Mais il y a la technique qu'il faut pour aller. Il y a le côté artistique pour agrémenter, pour organiser le truc. Mais il y a aussi le côté social qui fait qu'on travaille avec les hommes. Donc, comme on dit, l'urbanisme se projette dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire à l'horizon. Et ça, c'est ça qui est un peu passionnant parce que à un moment donné, quand tu fais un discours où tu fais des commentaires sur l'urbanisme, sur un projet urbain, on a tendance, on n'arrive pas à situer l'urbanisme. C'est un sociologue, à un moment donné, on va penser que tu es un géographe, après on pense que tu es un juriste parce qu'il y a le caractère, le volet juridique, et à un moment donné, tu te balances sur l'architecture pour montrer comment tu veux organiser un quartier, l'architecture et tout, tu as une vision d'ensemble, et puis à un moment donné, bon, tu te rends compte que tu es un spécialiste de la ville, mais un généraliste de tout.